Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de l'IREMO pour cette séance dès midi de l'IREMO consacrée à l'UNRWA, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Donc, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Cyrine Forest. J'ai travaillé ces dernières années pour les Nations Unies dans différents contextes et à différents titres. Et je me suis également penchée sur la question des réfugiés palestiniens lorsque j'habitais à Amman et que je travaillais pour un centre de recherche. Et j'interviens par ailleurs dans un autre projet de l'IREMO qui s'appelle le projet Mouftah. Et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, notre échange aujourd'hui portera sur l'UNRWA, mais plus largement également sur son histoire, son bilan et sur la manière dont elle incarne de façon spécifique, mais assez frappante, cette idée d'un humanitaire qui est devenu champ de bataille et qui reprend un peu le titre de la séance aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est une intervention qui intervient dans un contexte particulièrement critique pour l'organisation. Cette agence assure des services essentiels pour des millions de réfugiés palestiniens dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, mais aussi pour du soutien d'urgence. Et alors même qu'elle assure ces soutiens de base, une menace existentielle pèse sur sa capacité même à opérer. Et vous l'aurez peut-être vu, en fait, ces derniers jours, les autorités israéliennes ont procédé à la démolition des quartiers généraux de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Et donc ça, couplé au fait que l'agence est remise en question de manière assez récurrente, ça s'inscrit en fait dans une dynamique plus large qui met en péril son avenir. On verra également avec notre intervenant que l'UNRWA, qui est une agence des Nations Unies qui a un statut très spécial au sein de l'Organisation des Nations Unies, suscite beaucoup d'interrogations et fait parfois l'objet de représentations fantasmées, bien que son mandat soit à l'origine humanitaire et que l'humanitaire devrait être décorrélé de la politique, elle est constamment la cible d'accusations de politisation, d'instrumentalisation idéologique, voire même d'inefficacité. Et c'est pourquoi elle se trouve aujourd'hui prise dans plusieurs champs de bataille politiques, idéologiques, financiers et peut-être même existentiels. Donc la discussion d'aujourd'hui vise justement à explorer cette histoire et ces différents champs de bataille, essayer de démêler le vrai du faux et de mieux comprendre la situation actuelle et envisager des perspectives d'avenir. Et pour nous guider dans cette réflexion, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Jalal Al-Husseini, chercheur spécialiste de ces questions, qui nous apportera à la fois un éclairage historique, contemporain et analytique. Donc Jalal, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes vous êtes titulaire d'un doctorat obtenu à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève et votre thèse portait justement sur les dimensions politiques du mandat de l'UNRWA. Vous êtes chercheur, vous avez longtemps été rattaché à l'IFPO à Amman, donc l'Institut français du Proche-Orient, et vous êtes également consultant indépendant pour nombre d'agences de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes spécialiste de la question palestinienne et notamment des réfugiés palestiniens et de la diaspora, mais vous avez également travaillé sur la question des réfugiés syriens et irakiens au Proche-Orient. Et vous travaillez également sur des enjeux de développement humain et de développement international, tels que l'éducation, la jeunesse et les dynamiques du marché du travail dans la région MENA. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles, donc c'est difficile de choisir lesquels énoncer, donc peut-être que je vais choisir deux ouvrages. Le premier s'appelle Les Palestiniens entre État et diaspora, le temps des incertitudes, coécrit avec Aude Signol et publié en 2012. Et également Penser la Palestine en réseau, dont vous êtes le co-auteur, qui a été publié en 2020. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse la parole, Jalal. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de l'UNRWA. L'UNRWA correspond à un acronyme de l'Office en langue anglaise. En fait, en français, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Quand on dit Proche-Orient, c'est donc le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc, l'UNRWA, c'est donc un organisme qui a été créé en décembre 1949 par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc là, par le biais de la résolution 302 du 8 décembre 1949. Et depuis le début, cet office, qui commence en fait ses activités en mai 50, s'est efforcé de subvenir aux besoins essentiels des réfugiés palestiniens issus du premier conflit israélo-arabe de 1948 et de leurs descendants, puisque le statut de bénéficiaire des services de l'UNRWA se transmet par voie patrilinéaire, de père en fils, avec des programmes réguliers
dans les domaines de l'éducation, de la santé, des secours pour les plus pauvres, hein, aujourd'hui sous forme d'aide en espèces, et plus récemment, de la création de micro-entreprises et des projets de développement économique ou infrastructurel dans les camps de réfugiés. Alors les camps, souvent on associe souvent les camps à l'UNRWA, ce qui n'est pas toujours judicieux. Enfin, les camps sont donc ces espaces humanitaires où l'on a réuni à l'origine les réfugiés les plus vulnérables, ceux qui ne pouvaient pas se loger et subvenir à leurs besoins. Et ils représentent aujourd'hui encore un tiers des réfugiés enregistrés auprès de l'UNRWA, donc un tiers des 6 millions de réfugiés inscrits avec des proportions différentes de pays en pays, 18% en Jordanie et jusqu'à 50% au Liban, ce qui indique une grande vulnérabilité des réfugiés au Liban. Mais l'UNRWA, en fait, est censé couvrir tous les réfugiés enregistrés, même si, pour des raisons d'efficacité, c'est dans les camps qu'elle a concentré la majeure partie de ses services. Alors, l'UNRWA s'est aussi distingué lors des conflits régionaux qui ont affecté les populations de réfugiés depuis 1950 par des programmes d'urgence ad hoc, en général sous la forme d'aide en nature et en espèces généralisées à l'ensemble de la population. Et ces programmes d'urgence sont devenus la norme au cours de ces dernières années, que ce soit en Syrie, dans le cadre de la guerre civile, et dans les territoires, dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, Gaza en particulier, et dans une moindre mesure au Liban. On a donc un programme général et un programme, des programmes d'urgence selon les besoins. Alors, ce qui frappe en premier lieu lorsque l'on évoque l'UNRWA, c'est son imposante infrastructure qui lui donne, on l'a souvent dit, une dimension quasi gouvernementale à l'échelle du Proche-Orient. Alors aujourd'hui, l'Office, c'est plus de 700 écoles primaires et quelques écoles de secondaire au Liban, c'est 8 centres de formation professionnelle répartis sur les 5 zones opérationnelles, 140 dispensaires et une soixantaine de centres d'enregistrement. Alors, ce qui différencie là déjà l'UNRWA des autres agences humanitaires, onusiennes ou autres, c'est que, à l'inverse de ces agences, l'UNRWA administre directement ces programmes éducatifs, de santé, etc. Et ce qui explique aussi le grand nombre d'employés. Euh, Aujourd'hui, on compte environ 30 000 employés, mais ce sont pour la plupart, à plus de 95% des employés, des fonctionnaires locaux et des réfugiés pour la plupart. Et à ce titre, donc, justement, l'UNRWA est aujourd'hui la plus grande agence onusienne en termes d'employés, qui donc conduisent eux-mêmes, qui mettent eux-mêmes en œuvre les programmes de l'UNRWA. Une autre caractéristique majeure de l'UNRWA, qui explique, on le verra plus tard, c'est un peu sa politisation, sa proximité des milieux réfugiés, réside dans le fait qu'elle est aujourd'hui la seule agence de service ayant œuvré aussi longtemps au service exclusif d'une seule catégorie de réfugiés, qui sont, que l'on appelle les réfugiés de Palestine. Alors, ces réfugiés aujourd'hui disposent de diverses nationalités et de statuts juridiques selon les pays où ils résident. Mais l'UNRWA ne confère pas d'importance à la nationalité. Donc, c'est une question d'enregistrement là-bas. Donc, les critères d'enregistrement à l'UNRWA, c'est que d'avoir eu son ancêtre, son grand-père, qui ayant vécu en Palestine entre 46 et 48, ayant perdu son foyer et ses moyens d'existence en raison du conflit de 1948. Alors, comme ce statut de réfugiés hongrois se transmet, on est passé d'environ 900 000 personnes enregistrées en 1950 à aujourd'hui à plus de 6 millions aujourd'hui. Alors, malgré ces caractéristiques institutionnelles et opérationnelles uniques dans les annales des Nations Unies, l'UNRWA a conservé grosso modo le même statut qu'à ses débuts, c'est-à-dire une agence temporaire en attendant que la question des réfugiés puisse être résolue. Et on estimait à l'époque, dans 50, qu'elle allait être résolue dans un délai d'une année ou 2 ans. Et quand on parle de résolution de la question des réfugiés palestiniens, on se réfère à la résolution des Nations Unies qui précède la naissance de l'UNRWA. C'est la résolution 194 de décembre 48 qui stipule que des réfugiés que les réfugiés devraient pouvoir rentrer à leur foyer dans les plus brefs délais et que des compensations devraient être payées pour ceux qui désirent de ne pas rentrer dans leur foyer. Voilà, c'est une solution un peu standard déjà
que l'Assemblée générale proposait à pour résoudre cette question des réfugiés palestiniens. Alors, bien sûr, comme on le sait, ces solutions n'ont pas pu être mises en œuvre en raison du caractère prolongé de la question palestinienne et avant tout peut-être du refus, pour différentes raisons idéologiques, sécuritaires, d'Israël de mettre en œuvre cette résolution 194. Alors, euh, c'était donc une agence temporaire, qui est officiellement temporaire, et de ce fait, son mandat a été régulièrement prolongé depuis 1950, mais pour durer d'environ 3 ans, ce qui empêchait l'UNRWA de planifier ses opérations dans le long terme. On reste vraiment serré du court terme. Plus encore, et c'est peut-être plus grave, son budget est resté constitué essentiellement de contributions volontaires annuelles des membres de la communauté internationale. Cela a été les pays occidentaux. Donc chaque année, l'UNRWA se doit de réunir les fonds nécessaires au bon fonctionnement de ces programmes. C'est une recherche de fin sans fond et qui est annuellement conduite par le commissaire général, le chef de l'UNRWA, donc le commissaire général et ses équipes. Et bien sûr, cette position a rendu l'UNRWA particulièrement dépendante de la générosité de ces États, de ces pays donateurs, et celle-ci s'est faite de plus en plus rare au cours de ces dernières années. J'y reviendrai dans un instant. Donc c'est dans ce cadre étroit et incertain, précaire, je dirais, que l'UNRWA a développé son action. Néanmoins, les évaluations onusiennes et indépendantes auxquelles est régulièrement soumise l'UNRWA ont souligné le fait que l'UNRWA réussissait tant bien que mal d'année en année à gérer ses programmes de manière relativement efficace, en montrant notamment que ceux-ci avaient réussi à évoluer en fonction de l'évolution des réfugiés, malgré de nombreuses coupes dans les services proposés. Alors, malgré ce bilan opérationnel globalement positif, le mandat de l'UNRWA, malgré sa durée, le mandat de l'UNRWA demeure mal compris par de nombreux observateurs et aussi par les représentants des pays donateurs. En effet, disent-ils, quel sens donner à un mandat humanitaire en principe temporaire plus de 70 ans après l'exode des réfugiés de 1948? Et au-delà donc des besoins essentiels des réfugiés, quels intérêts spécifiques l'Office a-t-il servi depuis 1950? Alors, c'est cette question complexe que je vais essayer de traiter maintenant. Et on va toucher ici aux dimensions politiques, symboliques, informelles aussi, inhérentes au mandat de l'UNRWA. Alors, ces dimensions sont relatives à plusieurs types d'intérêts, chacun d'eux générant des stratégies d'instrumentalisation souvent contradictoires de l'assistance prodiguée par l'Office, par l'UNRWA. Alors, on peut commencer par les pays donateurs, et avant tout les États-Unis qui ont joué un rôle majeur dans la création, puis dans le financement de l'UNRWA, encore jusqu'à peu, parce que maintenant les États-Unis ont stoppé euh, euh, leur financement à l'UNRWA. Et puis aussi, depuis les années 90, l'Union européenne a émergé comme un donateur important. Alors, les motivations des pays donateurs sont diverses. Alors, bien sûr, il y a d'abord le devoir moral d'assister une population dans le besoin. Euh, mais dès le début, dans le cadre de la question palestinienne, qui est une question très politisée, il s'agissait surtout, et c'est surtout le cas des États-Unis, comme le montrent leurs archives, les archives du département d'État, d'assurer par le biais financier à l'UNRWA et ses programmes la stabilité régionale. Et en 1950, quand l'UNRWA a été créé, il s'agissait d'éviter que la crise des réfugiés ne déstabilise les régimes pro-occidentaux en place à l'époque et qui aurait permis à l'URSS d'établir son influence dans la région. Puis dès les années 60-70, les motivations changent un peu selon les gouvernements. Il s'agit pour certains États, par exemple les États asiatiques, de s'attirer des bonnes grâces du monde arabe, soit d'endiguer l'expansion de l'islamisme au sein des communautés de réfugiés, ou plus routinièrement de financer des services quasi gouvernementaux au nom de principes humanitaires. Et à l'époque d'Oslo, on a beaucoup financé des projets de développement dans les camps. Il s'agissait un peu de coopter ces réfugiés dans le cadre du processus de paix, qui ne les a pas concernés les premières années.
En fait, depuis les années 2000, l'échec du processus d'Oslo, du processus de paix, et l'absence de toute perspective de solution à la question des réfugiés, puis la marginalisation ou l'affaiblissement, si on veut, de la question palestinienne lors des printemps arabes, et 2011, et puis aussi le déclenchement d'autres crises de réfugiés auxquelles la communauté internationale a dû répondre, comme par exemple celle des réfugiés syriens, irakiens, ukrainiens. Et enfin, un autre facteur qui est celui de la droitisation, ou plus spécifiquement la pro-israélisation de nombre de pays occidentaux, de donateurs de l'UNRWA, a entraîné ce qu'on en appelle communément la fatigue de ces pays donateurs et une baisse des contributions, avec un budget en constant déficit qui s'est répercuté sur la qualité de ces services. Réduction du nombre d'employés, report de l'entretien des installations éducatives et sanitaires de l'endroit, etc. Alors aujourd'hui, les différents les évaluations de l'UNRWA conviennent que les installations de l'UNRWA, les services de l'UNRWA fonctionnent encore, mais vraiment au minimum. Ils sont sur la corde raide et il s'agirait, et je reviendrai plus tard, de savoir comment assurer l'avenir des réfugiés palestiniens et plus particulièrement des services de l'UNRWA. Et on a notamment, et c'était un peu le cas en 50, l'idée c'était qu'à terme, l'UNRWA transfère ses services aux pays d'accueil. Mais c'est là une éventualité à laquelle ces pays se sont toujours refusés. Leur argument principal, qui est le même depuis 1950, est que les Nations Unies se doivent d'être les seuls responsables de l'assistance humanitaire pour les réfugiés palestiniens, au vu de leur rôle prédominant dans la création de l'État d'Israël et donc de ses conséquences, et notamment bien sûr la question de la question des réfugiés. De plus, on voit aussi et le maintien, si on veut, de la question des réfugiés a servi d'atout politique pour les pays arabes, d'abord comme symbole du non-règlement de la question des réfugiés et de ce fait un rappel constant du devoir d'Israël de mettre en œuvre la résolution 194 de l'Assemblée générale, soit, comme on l'appelle aujourd'hui, le droit du retour des réfugiés à leur, à leur, à leur foyer. Cette volonté de maintenir, de préserver, pour toutes sortes, pour des raisons politiques et autres aussi, pour conserver aussi le maintien des droits des réfugiés selon la résolution 194, étant des instruments utilisés par les pays arabes. Autre instrument pour conserver de préservation de cette question, pour la rendre visible, c'est bien sûr le maintien des camps de réfugiés. On en compte 58 aujourd'hui, répartis sur l'ensemble des 5 zones opérationnelles de l'UNRWA. C'est aussi le statut d'apatride imposé, sauf en Jordanie, on pourrait venir plus tard si vous voulez, aux réfugiés palestiniens. On leur refusait la citoyenneté afin justement qu'ils n'oublient pas la Palestine et de conserver en fait la validité de leurs droits au retour. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs dans les pays arabes la discrimination positive. On discrimine les réfugiés par l'apatridie, mais au nom de principes supérieurs, de droit supérieur qui est celui du droit au retour. Droit de retour qui, dès les années 50, a fédéré l'ensemble des classes politiques dans les pays arabes. C'est le mot d'ordre unifiant dans tous les pays arabes. Et plus prosaïquement, de façon plus matérielle, l'UNRWA et ses services ont bien sûr permis aux pays d'accueil d'amortir de par ces différents services, l'impact social et économique de la présence des réfugiés palestiniens sur leur territoire. C'est aussi, et on l'oublie toujours, le cas d'Israël, qui depuis quelques années s'est émergé comme le grand pourfendeur de l'UNRWA, sous prétexte que l'Office ne sert en fait qu'à perpétuer inutilement la question des réfugiés à ses dépens, qui est devenu, selon Israël, un repère de militants du Hamas, certes plus spécifiquement après l'attaque du 7 octobre, les attaques du 7 octobre 2023. Et comme vous le savez, vous l'avez mentionné, Cyrine, dans ce cadre-là, Israël a mis fin aux activités de l'agence à Jérusalem-Est jusqu'à raser ses quartiers généraux la semaine dernière, violant ainsi, en toute impunité, mais c'est à l'ordre du jour ces temps-ci, les privilèges et immunités des Nations Unies.
on se rend compte qu'Israël, si on regarde un peu les choses rétrospectivement, Israël aussi a bénéficié, sans broncher, hein, durant de nombreuses années et dans des contextes différents de l'assistance de l'UNRWA. D'abord, en 50-52, l'UNRWA a apporté assistance aux quelques 17 000 réfugiés juifs qui vivaient avant 48 à Jérusalem-Est, une région qui se trouve alors sous contrôle jordanien, ainsi qu'à 33 000 déplacés palestiniens, mais qui sont restés au sein des frontières d'Israël. Puis, entre 67 et 94, en tant que puissance occupante de Cisjordanie et de Gaza, euh, Israël a joué, de même que les autres pays arabes, le rôle de pays hôte, négociant comme tous les autres de ces pays d'accueil et coopérant avec l'UNRWA au sujet de la mise en œuvre de ces programmes. En fait, tout ce que l'UNRWA dépense, c'est tout ça de gagner et d'économiser par l'État d'accueil. Et donc, ça a été le cas à deux reprises et pendant de longues années d'Israël. Et là, dans ce contexte d'occupation, c'est l'aspect ambigu de l'assistance humanitaire en contexte d'occupation, où qu'elle soit d'ailleurs, puisque ces services tendent à soutenir de facto des régimes jugés illégitimes aux yeux de la communauté internationale. Donc après, les pays bailleurs de fonds et les pays donateurs et les pays d'accueil, passons maintenant, last but not least, à la troisième partie prenante des activités de l'UNRWA, c'est-à-dire les réfugiés enregistrés. Alors, depuis le départ, loin de s'en tenir au rôle de récipiendaire de l'assistance fournie par l'Office, les réfugiés se sont, depuis le départ, érigés en acteurs à part entière de la mise en œuvre de son action, essayant de l'influencer, selon leurs intérêts, issus de la préservation du droit au retour. Alors, par exemple, leur pression, directe ou indirecte, c'est-à-dire sous forme de pétitions, de campagnes de presse, de manifestations, voire même d'occupation ou d'attaques contre les attaques de l'Office, ont parfois réussi à infléchir ou à réorienter l'évolution voulue par les pays donateurs. Par exemple, ces pressions, dans les années 50, par exemple, ont grandement contribué à l'abandon par l'Office de toute idée de réintégration collective des réfugiés à travers des programmes de travaux dont l'UNRWA était chargé durant ces années-là, en parallèle avec ces activités humanitaires, puisque ces projets de réintégration grâce à des projets socio-économiques, étaient perçus à l'époque par les réfugiés comme des initiatives visant à enterrer leur droit au retour par l'assimilation. Les réfugiés aussi se sont de temps à autre aussi, ont réussi aussi par leurs interventions à bloquer, par exemple, certaines réductions des services de nos droits, mais pas toujours, je reviendrai tout à l'heure. Mais peut-être la contribution la plus remarquable des réfugiés au mandat de l'UNRWA, c'est en fait c'est peut-être d'avoir réussi à politiser symboliquement ce mandat qui est un mandat humanitaire en liant fermement ce mandat, ces activités, à la mise en œuvre du droit au retour. Et ce lien qui, au final, s'est imposé à tous les États institutionnels, même maintenant les donateurs admettent que l'UNRWA devrait rester d'une heure ou d'une autre jusqu'à ce que la question du droit au retour soit réglée. Voilà, donc les réfugiés ont réussi à imposer ce lien entre réfugiés humanitaires en possible temporaire et solution à long terme de la question des réfugiés. Et dès le départ aussi, cette politisation a été renforcée par l'appropriation symbolique par les réfugiés de leur carte d'immatriculation, par exemple. C'est plus qu'une pièce documentaire confirmant l'éligibilité des réfugiés à des services. Elle a été considérée depuis le départ par les réfugiés comme ce qu'on a appelé dans les milieux réfugiés des passeports pour la Palestine, qui pourraient un jour permettre un jour d'appuyer leur revendication au retour, voire à la compensation. Voilà. Alors, ce qui a aussi permis d'identifier la cause des réfugiés, donc celle du cause de retour à l'UNRWA, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est le statut, les caractéristiques institutionnelles de l'Office, puisque l'Office ne couvre que, en fait. Donc, il y a eu dès le départ cet attachement très fort entre droit de retour et activité de l'UNRWA. Il y a aussi le fait il y a aussi le fait que depuis le départ, depuis 1951, les réfugiés palestiniens, parce qu'ils étaient couverts par l'UNRWA, ont été exclus
du régime international de protection des réfugiés, fondé sur la Convention de 51 et le statut du HCR. Alors, bien que cette exclusion ait résulté de la volonté de la communauté internationale de ne pas engluer le HCR, qui est un mandat universel dans la question très politisée des questions des réfugiés palestiniens, elle a été interprétée par les réfugiés par les réfugiés palestiniens comme une reconnaissance de leur statut de réfugiés politiques. À l'inverse des autres réfugiés euh, humanitaires, les réfugiés palestiniens ont toujours insisté qu'ils étaient des réfugiés politiques, c'est-à-dire des réfugiés dont le sort avait été déterminé à l'origine par une décision politique des Nations Unies, c'est-à-dire celle de créer l'État d'Israël. Alors ça, c'est un peu la position de base des réfugiés, mais évidemment, on est aujourd'hui à la quatrième génération de réfugiés. Alors, on est aujourd'hui dans la relation entre l'UNRWA et les réfugiés, et en particulier justement cette quatrième génération de réfugiés. En plus des études, j'en ai mené quelques-unes, ont noté une certaine distanciation entre ces réfugiés, ces jeunes réfugiés et la cause du droit au retour, et donc du rôle symbolique que devrait jouer l'UNRWA dans ce cadre-là. Même si la revendication du droit au retour et la nécessité de maintenir le mandat de l'UNRWA restent présents dans le discours. Mais aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, que ce soit en Jordanie, Liban, Syrie, etc., concentrent plutôt leurs efforts afin de afin d'avoir un statut civique équivalent à celui des pays d'accueil. Alors, on peut expliquer là par un effet, en disant que c'est un effet générationnel, le sentiment d'appartenance à la ville ou du village d'origine en Palestine qu'on a quitté en 48 tend naturellement à s'estomper. Euh, et il y a aussi le fait, bien sûr, qui a beaucoup joué, ce sont les événements régionaux depuis 2000, c'est-à-dire la suspension sine die du processus de paix d'Oslo, et surtout la présence en Israël de gouvernements de droite et d'extrême droite, hostiles à la notion même de droit des Palestiniens d'exister sur le territoire de la Palestine historique, donc comprenant Gaza et la Cisjordanie. Et cela, bien sûr, rend la réalisation, la mise en œuvre du droit au retour encore plus illusoire. Mais on reste à ce propos de relations entre les réfugiés et leur droit au retour et la validité ou le côté pragmatique de ce droit à ce que disait le directeur, comme on l'appelait à l'époque, le directeur de l'UNRWA en 1951-52, où il dit dans son rapport annuel que chaque année, chaque mois, des dizaines et des dizaines de pétitions arrivent à son bureau, aux différents bureaux de l'UNRWA sur les 5 zones. Toutes ces pétitions réclament la fin de l'assistance humanitaire, la fin des efforts de réintégration, parce que la seule chose que désirent ces réfugiés, c'est de rentrer à leur terre, à leur foyer. Et il continue en disant, bien sûr, la plupart de ces réfugiés savent qu'ils ne vont pas revenir, qu'ils ont besoin de cette assistance et qu'ils ne vont pas pouvoir réaliser ce droit de retour de sitôt. Mais ils ne voient pas pourquoi ils devraient se délester d'un droit qui leur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, on retourne à cette fameuse résolution 194 qui propose le retour comme solution principale à la question des réfugiés. Donc, il y a ces distanciations, mais aussi parmi ceux qui sont les plus dépendants, qui sont plus en contact avec l'UNRWA, donc les réfugiés les plus pauvres, les plus dépendants, les réfugiés entre ces réfugiés et l'UNRWA se sont largement dégradés au cours de ces dernières années. Alors, d'une part, à cause de la réduction des services, avec, comme je l'ai dit, des donateurs qui sont de plus en plus réticents à financer une assistance dont on ne voit pas la fin, avec la fin d'Oslo, etc. Et puis, il y a quelque chose qui s'est ajouté, c'est les pressions des donateurs occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne en particulier, afin et surtout qui s'est amplifié après les événements du 7 octobre, suite aux accusations d'Israël, les allégations d'Israël comme quoi certains, une dizaine d'employés locaux de l'UNRWA auraient participé à ces attaques-là. Donc, l'UNRWA applique une politique de neutralité stricte par rapport à son personnel local. Comme je l'ai dit, ce sont des réfugiés pour la plupart. Alors, cette politique de neutralité a dépassé le cadre du comportement du personnel local à l'intérieur des enceintes de l'UNRWA, comme c'est le cas. Elle s'étend aussi au comportement de ces employés locaux en dehors de ces enceintes. On scrute maintenant leurs interventions dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Et encore plus grave, du point de vue des réfugiés palestiniens,
on a décidé d'effacer dans les enceintes de l'UNRWA toute trace du mot, du concept de Palestine, que ce soit sur les murs, sur les cartes de Palestine, comme c'était souvent le cas, qui ornaient un peu les murs des enceintes des écoles de l'UNRWA. Elles sont régulièrement effacées. Et récemment, on a aussi décidé d'enlever dans les manuels scolaires distribués dans les écoles de l'UNRWA, qui sont calqués sur les programmes d'enseignement des pays d'accueil, on a essayé d'enlever aussi toute trace du concept de la notion de Palestine. En ce moment au Liban, le Hamas, je crois que c'est lui qui mène cette action, a décidé de brûler sur la place publique les manuels distribués dans les écoles de l'UNRWA et on réclame, au nom des droits culturels et historiques des Palestiniens, le retour de ces notions, de notions de Palestine à travers notamment des cartes de la Palestine de pré-40 et 48. Donc, on a une grosse tension là et on est dans une impasse totale au niveau des États, donc des États donateurs des Nations Unies. Que faire de l'UNRWA? Alors, depuis, en panique, le secrétaire général des Nations Unies a commandé plusieurs études sur, qui devraient en fait, recommander des scénarios sur le futur de l'UNRWA, que faire de l'UNRWA. Alors, le dernier d'entre eux propose quatre scénarios. D'une part, l'inaction, c'est-à-dire on en reste comme là et ce qui signifierait la réduction et la disparition à terme de l'endroit, soit la réduction des services, où on transférerait une partie des services de l'endroit au pays d'accueil, comme il était prévu qu'on le fasse en 1950, soit que l'UNRWA partage ses responsabilités avec d'autres agences des Nations Unies, comme l'UNICEF pour l'éducation, comme l'OMS pour la santé, etc. Et une autre proposition, c'était qu'en fait, on transfère toutes les activités de l'UNRWA au pays d'accueil, l'UNRWA se transformant en ensemble d'enregistrement politique, si on veut, politico-humanitaire du statut de réfugié des réfugiés palestiniens, avec une remontation de leur sécurité sur un peu ce que fait le HCR, sur la protection légale des réfugiés dans les pays locaux. Alors, ces différentes propositions, ces différents rapports ont été rejetés d'emblée par tous les pays arabes qui s'en tiennent à leur credo, qui tiennent depuis 1950, c'est que l'UNRWA doit rester, quels que soient ses problèmes financiers, quelles que soient les pressions des pays occidentaux, se doit, pour des questions politiques surtout, d'être la seule en charge de la distribution de services humanitaires aux réfugiés palestiniens. Alors aujourd'hui, l'UNRWA et les réfugiés se trouvent pris contre, comme je l'ai dit, des pays donateurs de plus en plus réticents à fonder une assistance, une assistance dont on ne voit pas la fin, et surtout, disent-ils, une agence qui est infiltrée par les différentes factions palestiniennes et des pays d'accueil qui s'en tiennent à leur credo rigide de l'UNRWA comme seul acteur de l'action humanitaire en faveur des réfugiés palestiniens. Merci beaucoup, Jalel, pour cette présentation très riche qui retrace l'histoire de l'UNRWA, son mandat originel, comme vous l'avez dit, qui était temporaire et qui est devenu durable, mais toujours renouvelé. Et aussi, bien sûr, vous avez rappelé l'importance symbolique de l'UNRWA pour les réfugiés palestiniens, et notamment cette carte d'enregistrement, tout en notant la distanciation qu'on peut voir parmi les jeunes générations de réfugiés. Et vous avez également, bien sûr, rappelé la situation très unique en fait, de l'UNRWA dans ce système des Nations Unies, surtout du fait qu'on a aussi une autre agence des Nations Unies qui s'appelle le Commissariat aux réfugiés, dont les réfugiés palestiniens ne font pas partie. Et vous avez bien sûr rappelé aussi des caractéristiques institutionnelles, la position des bailleurs de fonds qui décroît, qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de l'UNRWA, du fait aussi d'une position qui s'allonge dans le temps, et cette question bien sûr politique du droit au retour et même de la composition de l'agence elle-même des réfugiés. Donc en fait, moi, ma première question, je me pose une question au niveau assez macro, assez politique, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parle de l'UNRWA, surtout du fait que c'est une agence quasi gouvernementale. En fait, il y a des critiques récurrentes envers l'UNRWA qui voudraient que l'agence aurait contribué volontairement ou non au maintien de la question des réfugiés palestiniens.
en instaurant, comme vous l'avez dit d'ailleurs, une forme de dépendance économique et institutionnelle et à l'aide et aux services qu'elle fournit. Et cette lecture, elle est d'ailleurs portée par les autorités israéliennes et par des pays occidentaux qui sont devenus pro-israéliens de plus en plus dans le temps. Donc moi, la question que je vous pose, c'est en fait dans quelle mesure est-ce que cette critique elle est fondée? Est-ce que en fait cette politisation elle relève et cet ancrage en fait dans le temps relève vraiment de l'UNRWA ou est-ce que en fait elle dépend vraiment d'un contexte d'absence durable de solutions politiques? Alors, je répondrai à deux niveaux. D'une part, ce que fait l'UNRWA est la résultante de l'incapacité de la communauté internationale de résoudre la question des réfugiés. Et plus particulièrement, pour toutes sortes de raisons, du refus d'Israël d'accepter d'une manière ou d'une autre au moins la reconnaissance du droit au retour des Palestiniens. C'est la position de l'OLP. On a accepté le principe de deux États vivants côte à côte. On se rend bien compte que le retour intégral des réfugiés est impossible. Première étape pour Israël serait d'accepter le principe. Ensuite, qui serait négocié, dans la mise en œuvre serait négociée. Et depuis en fait, les années 50, les hommes d'État arabes, et on voit ça dans les archives américaines, que ce soit Nasser en 55, que ce soit après dans des propos de dirigeants de l'OLP, qui avaient peur que la question des réfugiés ne nuise au projet qui est devenu central, qui est celui d'un État, en fait, ne nuise aux relations avec Israël, qui devrait être négocié. Donc, donc donc on en est là, on en est là. Donc l'UNRWA en fait reflète, c'est le reflet en fait de l'incapacité de la communauté internationale de résoudre cette question. Alors de manière plus opérationnelle, cette question s'est posée. Vous avez au début, l'UNRWA était temporaire. En fait, on espérait au départ que euh, les, les, les services de secours qui englobaient à l'époque, au tout départ, l'éducation, la santé, se terminerait dans l'espace d'une année et que, solution à long terme ou pas, que les réfugiés seraient intégrés d'une manière ou d'une autre, graduellement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, l'UNRWA a dû faire face à la deuxième génération de réfugiés. Ils avaient en 1955, quand les Nations Unies abandonnent un peu cette idée de réintégrer collectivement les réfugiés, les directeurs de l'UNRWA qui demandent à l'Assemblée générale, qui est l'agence mère, qui est l'institution mère, que fait-on? Que fait-on? Et notamment, doit-on continuer, c'est une question que posent tous les critiques de moi aujourd'hui, mais c'est moi qui la pose à l'époque, doit-on continuer à enregistrer des nouveaux-nés, des nouvelles générations de réfugiés? Est-ce qu'il y a une fin à tout ça? L'Assemblée générale des Nations Unies ne s'en est jamais occupée, n'a jamais voulu répondre. Et les pays donateurs, pendant très longtemps, ont payé régulièrement, c'était devenu une suite d'habitude. En 65, on arrive à la deuxième génération, et là, nous a dit, voilà, vous a posé 10 fois la question, eh bien maintenant, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, parce on a peur d'être exposé à lire la colère des réfugiés, eh bien nous allons continuer. Nous prenons la décision, qui est lourde de conséquences, de continuer à enregistrer les nouvelles générations de réfugiés. Et l'Assemblée générale et les pays donateurs ont validé implicitement, toujours après coup, ce que faisait l'UNRWA. Donc l'UNRWA s'est posé des questions. Doit-on perpétuer notre mandat? Mais c'est l'absence de réaction et l'adaptation à la situation, au jour le jour, qui a fait que l'UNRWA a continué à enregistrer et à voir le nombre de ses bénéficiaires augmenter d'année en année. Merci. Mais à la base, il y a cette question des réfugiés que l'on n'arrive pas à résoudre. Oui, exactement. Vous l'avez bien dit aussi, la non-acceptation par Israël du droit au retour qui est en fait Oui, entériné dans le droit international. n'oublions pas que Israël a été accepté au sein des Nations Unies à une condition, à plusieurs conditions, mais une des conditions principales, c'est qu'elle accepte la résolution 194, et notamment le paragraphe 11 qui propose la solution du retour, du rapatriement Oui, tout à fait. Donc au vous foyer parlez, originel. voilà, en effet. Vous parlez justement de la résolution 194 et donc de l'attitude d'Israël, mais aussi en fait, du fait que l'UNRWA posait sans cesse cette question aux Nations Unies qui n'a jamais été résolue. Et vous avez aussi un peu parlé dans votre présentation de l'attitude des pays hôtes. Donc on le sait, les réfugiés palestiniens, on en a en Cisjordanie, à Gaza, mais on en a dans les pays alentours. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous parler de l'attitude individuelle des grands pays hôtes face aux réfugiés palestiniens qui les accueillent dans leur pays? D'abord, il y a l'Assemblée, il y a la Ligue des pays arabes qui a un peu dicté un peu au plan normatif ce que devrait être l'attitude. Le départ, c'est ça, c'est la discrimination positive.
en attendant le retour en Palestine. Et au départ, jusqu'aux années 70, c'était par la voie armée, enfin, la défaite, le combat contre Israël. Mais c'était ça, en fait. C'était d'une part de les maintenir dans un état de pétrini au nom de leur nationalité palestinienne, pour pas qu'ils oublient la Palestine, parce que le droit au retour c'est vraiment le combat principal. En revanche, la Ligue arabe a proposé en dehors de l'UNRWA aussi, que les États arabes traitent leurs réfugiés de manière équitable, c'est-à-dire on par, bon, en français, à égalité avec leurs propres citoyens dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, du mouvement, enfin, de la liberté de mouvement, etc. Et là, chacun des pays en arabe, en fait, depuis le début, a fait à sa guise, on a fait à sa guise, en ligne avec leurs propres intérêts économiques et politiques, et en lien, surtout après la naissance de l'OLP, en lien avec la nature et la qualité de leur relation avec l'OLP. Alors, en gros, la plupart des États, tous les États, sauf la Jordanie, ont décidé de maintenir les réfugiés dans un état d'apatridie, sauf exception. Comme par exemple, parce que la présidence maronite a attribué la nationalité libanaise parce que ça contribuait à la position de force des maronites, des chrétiens à cette époque-là. La Syrie, ben sinon, le Liban a été de loin le pays le plus discriminant par rapport aux réfugiés, en alléguant que le Liban, qui était un petit pays, n'avait pas la capacité d'absorption afin de bien recevoir les réfugiés palestiniens. À l'inverse, la Syrie, par exemple, la Syrie, et aussi le fait que le Liban, la population palestinienne s'élevait à environ 10% de la population libanaise, ce qui est beaucoup. En Syrie, alors il y a eu, les Syries a accordé tout en maintenant donc les réfugiés dans un état comme apatrides, donc encore une fois en respect de leur nationalité palestinienne, leur a accordé tous les droits. Ils n'ont même plus travaillé dans la fonction de la fonction publique. Mais là aussi, donc il y a un peu l'idéologie un peu bassiste qui a joué à ça, hein, égalité entre les Arabes, et aussi le fait que en Syrie la proportion des réfugiés palestiniens ne s'élève qu'à 3%. Donc c'est une population beaucoup plus gérable. Donc là, on a des différences. Syrie d'un extrême, Liban de l'autre. La Jordanie est tout à fait exceptionnelle, vu que le roi Abdallah Ier, afin de, de, de mieux faire profiter, plutôt d'inclure, d'inclure au mieux les réfugiés dans la modernisation du pays, et surtout de la Transjordanie, qui est la Jordanie actuelle, leur a attribué la citoyenneté, mais pas de la nationalité. Donc, c'est la citoyenneté jusqu'au moment où, sans renier leur droit au retour, donc c'est la citoyenneté jusqu'à ce que le droit au retour puisse être, puisse être mis en œuvre, tout en conservant l'UNRWA, tout en conservant les comptes de réfugiés. Voilà, c'était une facilité qu'on dit fonctionnelle. Donc, on a, voilà, apatridie avec des politiques socio-économiques plus ou moins généreuses, et la Jordanie qui fait bande à part avec l'attribution de la citoyenneté et dès l'émergence de l'OLP, du Fatah et des autres factions, une restriction, discrimination au niveau de la fonction publique, surtout après Septembre Noir. On a eu peur que les Palestiniens du royaume, ils sont citoyens, constituent une cinquième colonne susceptible de déstabiliser le pays. Et dès les années 70, surtout avec quand le Likoud donc le parti de droite israélien, arrive au pouvoir avec ce credo, c'est que la solution de la question des réfugiés, elle est trouvée. C'est que la Jordanie devienne l'État alternatif des Palestiniens. Donc cela a renforcé un peu ces pratiques discriminatoires sans remettre en cause la citoyenneté jordanienne des réfugiés. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui revient encore dans le discours, d'ailleurs, cette confédération qui pourrait naître entre la Cisjordanie et la Jordanie pour intégrer Oui, les réfugiés avec quand même palestiniens. se souvenir toujours, mais se souvenir des Transjordaniens, ce qu'on appelle les Transjordaniens, qui sont les populations autochtones donc, qui étaient jordaniens avant 48, avant l'arrivée, qui restent très méfiants par rapport aux Mhm. Palestiniens. Et s'ajoute aussi le fait que aujourd'hui, donc il y a ces discriminations au niveau de la fonction publique. Aujourd'hui, tous les directeurs de tous les ministères quasiment sont ce qu'on appelle des Transjordaniens. On n'a pas le droit de le dire, hein, parce que l'unité est de mise.
alors que tandis que les Jordanais d'origine palestinienne détiennent le secteur privé. Mhm. On s'accuse réciproquement de discrimination, l'un dans l'emploi dans le secteur privé et l'autre dans le secteur public. Oui, tout à fait. Pour avoir habité en Jordanie, c'est encore une méfiance qui est assez Oui, d'actualité. oui, Et en effet, un peu aussi, peut-être quelque part un déni aussi du rôle des Palestiniens dans la construction bien du sûr. pays et de l'identité jordanienne. Tout à fait. Avec pour revenir à l'UNRWA, avec une accusation ou un argument qui revient toujours parmi ceux, dans la bouche de ceux des Jordaniens hostiles à la présence, d'une présence spécifique palestinienne dans le pays, c'est que les, 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 les Palestiniens, les Jordaniens d'origine palestinienne ont eu la chance d'avoir l'assistance de l'UNRWA, alors que les pauvres Mhm. transjordaniens ne l'ont pas eu. Oui, c'est aussi vrai. Et justement, pour revenir à l'UNRWA, l'une des critiques aussi qui est adressée à l'UNRWA, parce qu'on parle justement des pays hôtes, donc les pays arabes, c'est le fait que les pays arabes auraient instrumentalisé l'aide de l'UNRWA et auraient en fait fourni des appuis politiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr, mais ce que disent les dirigeants arabes, et on le voit bien c'est pas quelque chose qu'on va le dire publiquement, mais dans les archives américaines et celles de l'UNRWA aussi, c'est que les pays arabes n'ont rien demandé. Ils sont victimes de la situation. Ce sont des économies faibles, friables, et qui ont dû s'accommoder de la présence de cette présence importante palestinienne. Alors oui, il y a eu le fait que les réfugiés palestiniens qui étaient plus éduqués en Jordanie, par exemple, dans une certaine mesure au Liban, étaient plus éduqués. Ils ont contribué au développement économique de ces pays-là. Puis ensuite, quand ils ont été éduqués par l'ONU, souvent sont partis dans les pays du Golfe et ils ont participé aussi à, à, à l'émergence, à la construction de l'économie et de l'administration des pays du Golfe. Mais l'état de base, c'est que voilà, on n'a rien demandé, donc ils ont participé, mais ça a pesé sur le tissu socio-économique des pays, parce qu'il pèse hein, sur l'éducation, sur la santé, comme les Syriens d'ailleurs, plus tard, dès 2011, etc. Et puis aussi, et plus, de façon plus importante, ils ont pesé du point de vue politique. Et là, on en vient au Liban, où ils ont joué un rôle enfin, assez dominant dans la guerre civile libanaise. La Jordanie se rappelle toujours de Septembre noir, qui reste un événement traumatique, etc. Donc voilà, l'arrivée des réfugiés palestiniens a eu du bon. Ils ont participé à l'éducation de ces pays-là, mais en même temps, il y a eu du mauvais. C'est la déstabilisation de ces pays-là dès 70 et l'émergence de l'OLP indépendante, c'est-à-dire dirigée par le Fatah et les autres factions de l'OLP. Donc, c'est de bonne guerre, si on veut, de ne pas faire oublier la question des réfugiés. Hein. Au Liban, par exemple, le seul mot d'ordre, c'est ces gens doivent retourner en Israël, doivent abandonner, parce que surtout aujourd'hui, vu la crise économique auquel est confronté le Liban, on ne veut plus, on ne veut pas des pauvres. Ils devraient retourner à leur pays. Il devrait donner plus de place aux citoyens libanais. Et donc, c'est de bonne guerre. Est-ce que c'est malfaisant que de rappeler à Israël ses obligations selon la résolution 194? Voilà. Donc, c'est de bonne guerre d'instrumentaliser, enfin, d'empêcher cette question de disparaître pour les beaux yeux d'Israël et des États-Unis, de Trump en tout cas. Et en effet, c'est une critique qui est plutôt facile et qui sert sûrement un agenda autre Oui, bien que, sûr, voilà. Et comme vous dites, les pays arabes n'ont rien demandé, ils ont accueilli en fait ces vagues de réfugiés bien sûr. successives de la Palestine et d'autres pays. Toujours sur les pays arabes, parce que vous avez parlé de la situation financière, une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'en effet, les principaux donateurs de l'UNRWA ont été en effet des pays occidentaux. Au début, les États-Unis, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont stoppé leur financement. Mais en fait, on est en position de se demander quid des États arabes qui peuvent financer l'UNRWA, comme les États du Golfe. Est-ce que vous pouvez Oui. nous en dire un peu Alors, plus là-dessus? alors, la position là aussi des pays arabes, c'était voilà, la question le problème des réfugiés palestiniens naît d'une décision onusienne de la communauté internationale. Donc, c'est à elle de financer et de conduire, en fait, par le biais de l'UNRWA, cette assistance aux réfugiés palestiniens. Maintenant, depuis les années 90, depuis quand l'UNRWA a commencé à rencontrer vraiment des difficultés au niveau budgétaire, la Ligue arabe s'est saisie de ce problème et a estimé que les pays arabes, en particulier aux pays riches du Golfe, devraient assurer un certain pourcentage
du financement régulier du budget de l'UNRWA à hauteur environ de 7%, 7 à 8%. Mais voilà, les pays arabes sont de très mauvais donateurs et en fait sont souvent intervenus quand vraiment afin d'éviter une catastrophe. Ça a été le cas en 2018 quand les États-Unis sous l'administration Trump 1 a coupé ses fonds d'un coup. Eh bien là, les pays arabes du Golfe et les Arabes Saoudites sont intervenus afin de renflouer les caisses, afin de permettre, d'empêcher l'UNRWA de s'écrouler. L'Allemagne aussi d'ailleurs. Mais suite à cette période-là, qui a duré 2018, 2019, 2020, une fois le retour de Biden au pouvoir et le retour, la reprise des aides américaines, l'aide arabe est redescendue, elle est aujourd'hui à environ 2%. Encore une fois, il y a des motivations politiques, hein, c'est la responsabilité éternelle de l'Occident par rapport à la création de l'État d'Israël en 1948. Mais ils reconnaissent qu'ils doivent faire plus, mais voilà, euh, ce sont des mauvais payeurs. Ils pourraient, parce qu'en fait, quand on parle aujourd'hui des problèmes budgétaires de l'UNRWA, on est à des déficits d'environ 200 millions de dollars. Et 200 millions pour ces États-là, c'est pas grand-chose. Mm. Quand on dit réfugiés, c'est peanuts, c'est vraiment des cacahuètes, c'est pas grand-chose. Mais voilà, il y a cet argument politique qui fait que les pays arabes sont réticents à financer. Et ensuite, qu'on leur demande de financer l'ensemble du budget de l'UNRWA, vu surtout l'évolution du positionnement de grands donateurs, donc les États-Unis bien sûr, mais aussi la Suède, qui est un grand défenseur de l'UNRWA et qui, l'année passée, a décidé d'arrêter ses subventions et ses contributions à l'UNRWA afin de les rediriger vers les ONG, comme si les ONG pouvaient gérer les programmes gouvernementaux. Mm. C'est Est-ce difficile. que, est-ce que justement le fait que la Suède redirige ses financements, c'est du fait de la prétendue politisation de l'UNRWA, voire même Bien son sûr, oui, oui, idéologisation? bien sûr, c'est entre autres ça. D'autres pays sont plus charitables, par exemple l'Allemagne, qui est un des grands donateurs, qui reste un des grands donateurs, par exemple, pour la première fois, a refusé de voter le renouvellement du mandat de l'UNRWA récemment. Elle s'est abstenue euh, parce que, alléguant le fait que l'UNRWA en Cisjordanie travaillait avec des ONG locales très anti-israéliennes qui produisaient des publications voire, limite antisémites. Donc c'était un coup de semonce, ça n'a pas été mais c'est un avertissement pour que l'UNRWA fasse bien attention avec qui elle travaille. Non seulement à l'intérieur de l'agence avec les employés locaux, mais aussi avec les ONG avec qui elle serait susceptible de monter des projets sociaux dans les camps de réfugiés. Hmm. Vous soulevez un point très intéressant qui est justement le champ de bataille idéologique autour de l'UNRWA. Oui, Donc, l'UNRWA, ça fait longtemps qu'on l'accuse justement de propager une certaine tendance idéologique. Donc, ça vient bien sûr de beaucoup d'instances dirigeantes israéliennes qui disent que l'UNRWA encourage à la violence, à l'antisémitisme, comme vous l'avez dit, et au terrorisme. Et en même temps, vous avez mentionné le fait que l'UNRWA est tenu à un principe de neutralité. Donc, est-ce que vous oui. pourriez nous aider à démêler le vrai du faux là-dessus? À quel point est-ce Alors, qu'il y a une idéologisation de l'UNRWA là-dessus? si on va rapidement depuis le début, entre 50 et 69, quand l'OLP émerge en tant que, et les organisations qui étaient considérées comme terroristes à l'époque, hein, prennent le pouvoir, on estimait qu'il était normal que par exemple, les professeurs, les, les, les- les instituteurs de l'UNRWA consacrent une partie de leur cours minime, hein, euh, à l'étude de la Palestine, par exemple, euh, et que en dehors des cours, ils donnent des cours sur l'histoire de la géographie de la Palestine, sur la politique. De façon, on estimait que c'était, et même à l'intérieur des enceintes, de façon limitée, c'était admis. Alors les choses changent en 69, quand, à la suite des accords du Caire, les commandos des factions de l'UNRWA, Fatah et autres, prennent le pouvoir dans les camps. Et là, c'est la première fois que l'UNRWA s'interroge sur la neutralité politique, parce que là, c'était des gens dont la vocation était surtout culturelle. Et là, on ne pouvait pas empêcher ces gens-là, ces instituteurs, qui ont une vie, qui vivent dans leur communauté, d'être affiliés à ces factions-là. Et c'est là on s'est dit, comment faire pour empêcher ces gens d'instrumentaliser l'UNRWA? Alors, il y a l'instrumentalisation des programmes d'enseignement, mais surtout infrastructurelle. Comment, par exemple, les empêcher d'empêcher ces gens je sais pas, de se servir des installations de l'UNRWA comme cache d'armes lors de conflits, par exemple, etc.
Et là, l'UNRWA a commencé à mettre des garde-fous dans le contrat des employés locaux. Depuis 69-70, il y a cette faction que voilà, l'UNRWA, tout employé doit vraiment s'en tenir à une ligne neutre, donc pas de prosélytisme, et en tout cas pas, et surtout pas d'instrumentalisation physique. Mais c'est arrivé en 82, par exemple, lors de l'invasion Israël du Liban. Les Israéliens ont découvert dans le centre de formation professionnelle de Sibline, au sud du Liban, des caches d'armes. Et à chaque fois, et c'est arrivé régulièrement chaque année, comme l'a montré d'ailleurs le rapport Colonna qui a été commandité par le secrétaire général après les événements de 7 octobre, chaque année, il y a des cas, 7-8 cas. Alors, c'est une routine. Hein, l'UNRWA se saisit du problème, fait une enquête et sanctionne, soit par le blâme, soit par le renvoi. Voilà. Euh, donc cela a duré pendant pas mal de temps. Depuis 2002, il y a une réforme au niveau des Nations Unies qui est vraiment pour dépolitiser l'ensemble des institutions des Nations Unies, sous l'influence des grands donateurs aussi ça concerne aussi les autres agences. Et là, comme je le disais tout à l'heure, l'UNRWA était chargé de s'occuper donc de contrôler le comportement de ses employés à l'intérieur des enceintes, à l'extérieur des enceintes aussi. Et ça s'est encore renforcé après le rapport Colonna, qui a félicité d'ailleurs l'UNRWA pour tous les mécanismes mis en place pour contrôler les comportements de ses employés, mais a demandé d'en faire encore plus et notamment à travers justement les déclarations que pourraient faire ses employés dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Donc c'est une charge en plus pour la tête de l'UNRWA. Oui, et c'est important de le rappeler parce qu'on impute beaucoup à l'UNRWA justement un peu cette politique de laisser faire. Oui, Où en fait, alors, non, 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 elle est stricte. Elle est stricte pas seulement pour des raisons éthiques, mais elle est stricte parce qu'elle sait très bien que si des cas pareils, et ça a été bien sûr le cas le 7 octobre, après le 7 octobre, des cas pareils mettent en cause les contributions occidentales à son budget. Donc, elle en paye le prix fort. Et les réfugiés également, bien sûr. oui. Non, non, c'est important, mais en même temps, c'est important de rappeler qu'il y a ces mécanismes d'enquête et de Oui, oui, contrôle, oui. comme vous le dites. Depuis très longtemps. Et puis, c'était, voilà. Donc, en 7 octobre, on est passé à un degré supérieur vu l'étendue de ce qui s'est passé. Et là, d'un coup, je pense que vous avez vu d'un coup, c'était complètement irréfléchi, l'ensemble enfin, la plupart des interventionnaires ont suspendu, ont annoncé qu'ils allaient suspendre. Avant que le rapport Colonna ne dise non, voilà. D'abord, il n'y avait pas, contrairement à ce que disent les Israéliens, il n'y avait pas beaucoup pas tant que ça, qui ont participé à l'attaque, une dizaine. Et ces gens ont été, voilà, on a fait une enquête et on les a renvoyés, pour la plupart. Certains sont morts par la suite d'ailleurs. Donc ça, vous parlez du prétendu lien entre certains employés de l'UNRWA et le Hamas, c'est ça, lors Le du 7 Hamas, octobre? absolument. Hamas, c'est l'islamique, enfin, ceux qui auraient, quelle que soit leur cause, ceux qui auraient participé aux attaques du 7 octobre 2023. Voilà. Et donc, chaque mois maintenant, suite à ce rapport-là, chaque 3 mois, je ne sais pas, l'UNRWA doit faire un rapport sur la manière dont elle a géré ou elle a renforcé son contrôle de ses employés locaux, donc les réfugiés. Voilà. Aussi dire que, et ça c'est depuis longtemps, souvent l'affiliation des employés euh, à ces mouvements n'est pas seulement due à des raisons politiques ou idéologiques, mais simplement, comme on dit souvent des employés, des fois, surtout retraités où ils osent parler, souvent on devait, c'est une raison, c'est une manière de nous protéger par rapport aux factions qui sont dans les camps surtout. Ils identifient, ils savent que vous êtes affilié, donc vous êtes de leur camp, vous travaillez pour le droit, Mhm. hein, mais voilà, vous êtes dans leur camp, donc c'était leur propre sécurité. C'est la sécurité qu'ils mettent en œuvre par l'affiliation n'est pas forcément idéologiquement marquée c'est une question de sécurité. Et pour Mhm. la même chose. Mais voilà, il y a eu une douzaine sur quoi, 12-13 000 qui auraient participé à ces attaques. Mhm. Et nous, évidemment, Israël a eu beau jeu de monter ça en épingle et d'aller, voilà, l'UNRWA entière serait infiltrée par l'UNRWA, ce n'est pas vrai.
Ouais, ce qui n'est pas vrai. C'est important de le rappeler. Justement, vous mentionnez un peu les perspectives en fait des employés ou des professeurs d'école dans les écoles de l'UNRWA par rapport à ça et le fait que c'est sécurisant. Moi, je me pose la question aussi de qu'est-ce que c'est en fait leur vision du fait que tout soit dépolitisé jusqu'à en fait enlever le mot Oui. Palestine, comme vous Non. le dites, des camps. C'est quoi leur, Ah, leur vision de ça? alors, pour les réfugiés, c'est très négatif. On les prive d'une partie de leur histoire. Tout ça pour faire plaisir aux États-Unis et Israël et maintenant certains États israéliens. Maintenant, la plupart des employés internationaux et locaux ne pensent pas. Euh, la priorité maintenant, c'est d'assurer le financement des Hmm. services de l'UNRWA et ça qui prime. Et alors, on est souvent invité, des chercheurs ou les consultants, pour donner notre avis sur l'évolution des idées originales aux dirigeants de l'UNRWA. Mais c'est bien beau, mais nous, on travaille sous la botte des États donateurs et il n'y a pas de place pour des initiatives. Vraiment, ce sont eux qui tiennent le couteau par le manche. Et comme je l'ai dit, là, depuis quelques années, les pressions des réfugiés sur l'UNRWA, qui étaient très fortes dans les années 50, ils ont réussi à infléchir le mandat réintégrateur de l'UNRWA, etc., et bien moins, des nouvelles générations sont bien moins fortes. Alors, c'est toujours, comme je l'ai dit, dans le discours, les pressions sont moins fortes et beaucoup de réfugiés des jeunes réfugiés, donc de la quatrième génération, ne pensent qu'à une chose, c'est quitter cette région. C'est quitter. Hmm. Ce qui ne veut pas dire quitter le combat, mais ils estiment Hmm. qu'ils seraient beaucoup mieux, bien plus à même de conduire le combat pour les Palestiniens, pour le retour, etc., d'Europe, par exemple, qu'en restant dans des pays arabes très autoritaires, où leur liberté d'expression est très, très réduite. Et aujourd'hui, dans notre monde globalisé, hyper connecté, le fait d'être en Europe ne gêne absolument pas. Au contraire, Hmm. au contraire. Et puis, il y a la crise économique, etc. Donc, les gens, vraiment, Exactement. après 75 ans, pour retour, d'accord, mais on a envie de vivre une vie décente. Ça, c'est un Oui. grand changement par rapport aux générations antérieures. On voit plus large et on est moins attaché à ces préceptes politiques qui ont, qui ont une force de loi pendant très, très longtemps. Hein, je pense que dans les années 80, il était de bon ton de dire que les camps les camps de réfugiés que les habitants des camps de réfugiés vivaient dans des conditions intolérables, très difficiles. C'est une manière de mettre en valeur la douleur de mettre en valeur la Nakba et la douleur du peuple palestinien. Et à ce moment-là, la quatrième génération refuse cela maintenant. Et les pays d'accueil, donc, ont compris, dans la plupart des pays, sauf le Liban, la plupart des camps de réfugiés ont été un peu réhabilités. On a refait un peu Mhm. l'habitat, le système de route, le système d'eau, etc. Donc, on vit mieux qu'avant. Ce- 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 cette, cette, cette revendication du droit au retour par le misérabilisme, en fait, a été mise en cause par les réfugiés eux-mêmes. Hmm. Ça, c'est intéressant aussi, le fait que les considérations pragmatiques prennent le dessus, même si bien sûr les discours restent politisés et politiques. En effet, les jeunes générations sont intéressées par de meilleures aussi conditions de vie Voilà. et la réhabilitation Bien des camps. sûr, bien sûr. Tout en n'abandonnant pas, hein, Hmm. comme le commissaire général, le directeur de Montréal le disait en 50, c'est une question, finalement, c'est une question de droit. Et aujourd'hui, beaucoup de réfugiés, c'est notre droit de dire si on veut la compensation ou le retour. C'est ça notre Hmm. retour aujourd'hui. C'est le droit de choisir. Hmm. Et peut-être une dernière question de mon côté, parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat et des personnes qui vont prendre la parole. Donc peut-être pour clore de mon côté sur vraiment la situation actuelle et les perspectives d'avenir de l'UNRWA, vous en avez un peu parlé, vous avez dit qu'il y a plusieurs scénarios. Le fait est qu'il faut aussi l'inscrire dans un contexte plus large. Donc il y a une crise budgétaire depuis un certain nombre d'années, mais il y a une crise budgétaire au sens large au sein des Nations Oui. Unies depuis l'administration Trump. Donc, est-ce que ça ne crée pas encore plus de tension et de pression sur l'UNRWA? Et vous, est-ce que vous envisagez l'avenir peut-être à court terme déjà? Ben, il n'y a pas de solution. Hein, en 74, c'est l'année où l'agence a toujours des problèmes financiers, mais ça allait, on arrivait à couvrir les besoins. En 74, vraiment, l'UNRWA a dû rogner sur ses, euh, sur ses, euh, sur ses services. Et donc, les pays d'accueil ont porté plainte, en quelque sorte, auprès des Nations Unies, et on dit non. Le mandat de l'UNRWA, c'est de fournir des services adéquats aux réfugiés enregistrés. Et là, les Nations Unies ont commissionné une commission d'enquête, comme ça, qui a répondu non, pas du tout. Nulle part, il n'est écrit que l'UNRWA, l'UNRWA qui reste temporaire, on n'a pas vu l'UNRWA à 10, 20, 30 ans. Nulle part, c'est écrit, donc, le niveau des services de l'UNRWA dépend uniquement
du montant des contributions financières et de l'efficacité de gérer, bien sûr, ces fonds. Donc, on pourrait très bien imaginer, et c'était un des scénarios qui a été proposé récemment, que l'UNRWA reste en tant que centre d'enregistrement, étendre sa définition humanitaire pour la rendre politique, mais ne tribue aucun service ou des services d'appui juridique, par exemple, si vous prenez, Mm. comme un peu comme le HCR, par exemple. C'est très, voilà. Mais là, bien sûr, ces propositions se heurtent, enfin, de non-recevoir des pays d'accueil, surtout la Jordanie et le Liban, qui, eux, doivent gérer d'autres crises, et notamment la crise des réfugiés syriens. Alors, il y a eu un retour, mais il reste de nombreux Syriens à gérer dans ces deux cas. Donc, il est inenvisageable que la Jordanie et le Liban, par exemple, acceptent, pour des raisons matérielles déjà, acceptent le transfert des services de Mm. l'ONU. Donc, il y a un Donc, avenir qui donc, il reste y a pas incertain. mais Mm. en revanche, voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Trump pourrait décider d'un coup de folie d'offrir, voilà, d'assurer l'avenir de l'UNRWA sur 10 ans. L'UNRWA fait avec ce qu'elle a, en fait. Donc, la tendance, c'est une tendance à la baisse. Et là, on atteint vraiment le minimum du minimum. Mais encore une fois, il faut se mettre à la place des donateurs qui acceptent euh, qui acceptent de payer pour assurer vraiment le minimum humanitaire, qui acceptent de payer pour la stabilité régionale, ah, ça c'est le principal credo, Mm. mais à terme, il leur faut quand même une vision positive, quelque chose. Alors pendant longtemps, ça a été le conflit, il y avait des crises, il y avait des crises. Après, il y a eu le processus de paix, donc vous voyez, là, il y a aucune vision positive. D'autant plus que tous ces pays sont dans un marasme économique depuis le Covid, surtout aggravé par le Covid. Donc, voilà, donc jusqu'à quand on va, jusqu'à quand on va continuer à discuter de l'UNRWA, du problème des réfugiés, etc. Donc, il faut faire quelque chose, mais on n'a pas la solution. Sinon, Ouais. les pays du Golfe pourraient, eux, pourraient renflouer. Mais là encore, ce n'est pas, politiquement, ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle, encore une fois, de la communauté internationale, donc les pays occidentaux, comme un pays Israël. Mais bien Ouais. sûr, l'Arabie Saoudite pourrait, et le Qatar, les Émirats pourraient très bien, c'est 1 milliard par année, environ 800 millions pour les programmes réguliers, et plus selon les programmes d'urgence, les 800 millions, mais n'importe lequel de ces pays pourrait gérer eux-mêmes ce budget. Mais voilà, il faut faire pression sur Israël, Mm. sur ses devoirs, et voilà, une responsabilité historique des pays occidentaux. Et on reste bloqué là-dedans. C'est ça. Et on reste bloqué là-dedans depuis des décennies et depuis des décennies Alors que les même. sommes, Mm. vu les richesses des pays occidentaux et des pays arabes du Golfe, c'est dérisoire. C'est pas grand-chose. Mm. Ouais. Donc l'avenir reste incertain et en effet, on a Oui, l'impression qu'on a toujours le même discours en fait oui, que ouais. c'est une crise. Mais en effet, là, c'est important aussi de rappeler que là, on atteint vraiment des sommes minimum qui Oui, impactent. oui. Au minimum du minimum, là, ouais, sur la corde raide, vraiment. Ouais. Et donc, qui ont un impact vraiment très concret et réel sur ces réfugiés qui sont les bénéficiaires de l'annonce. Alors l'instrument que utilisait des fois l'UNRWA, c'est la menace. Si vous ne donnez pas, on va fermer nos écoles et vous aurez une dizaine de milliers Mm. de jeunes dans les rues. Et là, on fait un effort pour, voilà, combler un peu le budget pour que ça passe. Mm. C'est dommage d'avoir recours à la menace, mais ils n'ont pas le choix. Oui, l'UNRWA est une des agences qui a le plus recouru à la menace D'accord. pour obtenir ces financements. Oui, Mm. Mais ils n'ont pas le choix. En tout cas, oui. merci beaucoup, Jalal. Mais merci beaucoup déjà pour votre intervention, pour la modération. Moi, je travaille pour des ONG qui sont actives dans la région et un des enjeux qu'on a et qui est particulièrement important, je pense pour l'UNRWA, c'est le lien entre l'UNRWA et sa gouvernance, notamment entre la gouvernance et la société civile Oui, palestinienne. Vous l'avez bien dit, c'est un acteur qui est proche gouvernemental, en tout cas dans ses actions, et c'est forcément un paradoxe qu'on va avoir, qui est que l'action de l'UNRWA est dépendante en droit en droit des Nations Unies, en fait, ses donateurs, ce qui du coup l'empêche de remplir ses obligations démocratiques, puisque c'est ces deux objectifs qui sont antagonistes. Donc, est-ce que vous savez comment cette question-là est traitée en interne et d'autre part, tout simplement, comment les Palestiniens eux-mêmes perçoivent cette action de droit? vous parlez donc là des relations. Vous parlez des relations entre l'UNRWA et la société civile palestinienne, les ONG, les CBROs.
Et c'est ça, c'est comment Alors, ça peut être, ce pseudo-gouvernement peut être démocratique. oui. Alors, bon, il y a ce côté quasi gouvernemental qui n'est pas. Elle voit le droit a tendance à voir ces ONG, ces petites associations de très haut, de par les densités la grande, enfin, de par ses fonctions quasi gouvernementales. Point de vue de la société civile, moi, à Beaujeu, de rappeler que c'est elle, dans les années 50, qui a créé les premières ONG de réfugiés dans les camps. C'était les Women Program Centers, les centres d'activité pour les femmes et les centres d'activité pour les jeunes, hein, pendant des années. Mais et pendant des décennies, l'UNRWA a dirigé directement dirigé ces centres. Puis après, il y a eu ce qu'on appelle, ce que j'en ai parlé, la prise enfin, la politisation des réfugiés, surtout après 69, hein, après l'émergence d'OLP. Et là, il y a une décision qui s'est faite, c'est que, voilà, devons-nous vraiment, prenons de la distance, nous devons prendre de la distance. L'UNRWA en tant qu'agence précaire des Nations Unies, faible institutionnellement, on ne peut pas gérer, on peut pas gérer d'abord notre personnel local et les activités de ces ONG. Donc même ces ONG qu'elle a créées, elle s'en est détachée il y a une quinzaine d'années en disant, voilà, sous le prétexte de l'environnementalisme, voilà, on vous a créé, on vous a créé, on vous a fait prospérer, on a géré vos programmes. Maintenant, c'est à vous de prendre en charge. Mais l'idée, c'était surtout politique. C'était, on ne sait pas ce que vous faites chez vous. On est sous pression constante des pays occidentaux et on ne peut pas gérer ce que vous faites. Et là, j'ai rappelé récemment l'exemple de l'Allemagne qui s'est abstenue lors du vote pour la prolongation du mandat de loi parce que certaines de ces agences, certaines de ces ONG locales avaient, selon l'Allemagne, selon le ministère des étrangères, des publications qui tendaient à être trop anti-israéliennes, on va dire. Voilà. Donc, il y a ces deux causes. Il y a la question statutaire, comment nous, agences quasi gouvernementales, on doit gérer avec ces petites ONG, c'est pas évident. Et puis la question de la politisation de ces agences, qui va de pair avec la politisation politisation de la société palestinienne après, avec l'émergence de l'OLP, etc. Et donc, mais ça a été un problème, et nous on le reconnaît, on n'est pas bon. On n'est pas bon là-dedans, on devrait. Et il y a en ce moment le département de la protection qui est en train d'essayer de relancer justement, d'améliorer ses relations avec la société civile, mais ce n'est pas facile parce que les pays d'auteurs sont contre. Parce que, voilà, qui dit société civile dit société, dans le contexte palestinien, dit société outrancièrement politisée. Donc, voilà, il y a des limites à poser aux relations entre l'UNRWA et cette société civile. En plus, comme je vous le dis, l'UNRWA, ces programmes sont des programmes gouvernementaux, donc c'est l'éducation primaire, hein. La société civile est en dehors de cela. Elle est dans l'éducation informelle, en dehors des cours. Elle est dans les services de soins, hein. C'est des dispensaires, un hôpital, etc. Donc ça, c'est des ONG, ne sont pas tellement là-dedans, elles sont en dessous peut-être. Mais il y aurait une manière d'amener aussi de façon à faire plus participer les réfugiés au fonctionnement de l'UNRWA. Mais là encore, il y a l'aspect politique qui tend à mettre en cause ce genre d'argument. Et puis, il y a aussi la position des réfugiés par rapport à l'UNRWA, hein, qui est très diverse. Pour certains, c'est un sujet intéressant, c'est la représentation de l'UNRWA. Certaines fois, il y a beaucoup d'expressions, hein. L'UNRWA, c'est l'aspirine qu'on nous a donnée pour guérir notre cancer, donc l'Hexade. L'UNRWA, des fois, c'est notre père, c'est notre mère qui nous a éduqués. Euh, la meilleure, surtout qui tend à désigner, enfin, ouais, qui tend à stigmatiser un peu la différence entre les employés internationaux qui sont très bien payés et les employés locaux qui sont beaucoup moins payés. L'UNRWA, c'est notre belle-mère méprisante. Donc, elle fait partie de la famille, après 75 ans, elle fait partie de la famille palestinienne quelque part. Mais elle reste à l'écart. Mm.
Oui, c'est important aussi de rappeler qu'il n'y a pas une vision monolithique de Oui, tout à l'UNRWA parmi fait, tous tout ses à fait, bénéficiaires. Ouais. tout à fait. Alors, d'autres questions dans le chat. On a deux questions sur le droit au retour. Donc, la première, pourquoi l'État d'Israël refuse catégoriquement le principe du droit au retour des réfugiés palestiniens? D'abord, pour des raisons démographico-politiques, c'est que l'État d'Israël, depuis le départ, c'est de constituer un foyer juif, hein, après l'Holocauste, tout ça, c'est ça. Donc déjà, beaucoup d'Israéliens se demandent, de jeunes Israéliens se demandent, comment se fait-il que après la Nakba, après le premier conflit, ils soient restés en Israël 158 000 non-juifs, Mm, hein. Mais parce qu'à cette époque-là, Israël ne pouvait pas tout faire et il y a des zones qui ont été épargnées par les combats et des gens sont restés. On se rappelle toujours on évoque souvent ce tour que fait Ben Gourion au lendemain du conflit et il arrive dans cette région, au Fahim, Nazareth, où les réfugiés sont restés. Et il demande, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et voilà, à cette époque-là, les États-Unis, qui étaient derrière Israël, voulaient absolument le statu quo dans la région, la fin des combats. Donc, ces gens sont restés. Donc, il y a cette histoire déjà de, voilà, ce ne sera pas facile en ce qui concerne de transformer Israël en foyer exclusivement juif, parce qu'on a des non-juifs. Et puis, il y avait la question à l'époque, la question sécuritaire, hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous regardez les archives américaines, c'est jusque dans les années 60, les représentants du département d'État font pression sur Israël pour accepter une partie de ces réfugiés, en leur disant, en leur disant que cette question va rester sur vos épaules, dans votre dos, pendant des décennies. Vous pouvez la résoudre en acceptant une partie des réfugiés palestiniens. Et en 1949, il y a eu cette conférence de Lausanne, hein. On a essayé de trouver une relation, voilà, avant l'UNRWA. Et là, Israël a accepté le principe. À l'époque, il y avait environ 750 000 réfugiés. Le retour de 100 000 réfugiés. Mais pas n'importe où, selon les besoins de l'économie israélienne. Parce qu'il ne faisait pas de sens. Et là, même le représentant français à ces négociations a, a- a comparé, la proposition israélienne au, comment ça s'appelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, cette initiative allemande qui consistait à faire venir les Français pour travailler dans l'industrie, je ne sais plus maintenant, dans l'industrie allemande. mm, C'est inenvisageable. Donc voilà. Il y a eu donc cela, et donc c'est pour des raisons sécuritaires et idéologiques. Voilà, mm. Et donc, surtout. deuxième question partant de là, dans quelle mesure peut-on parler d'un droit au retour pour les réfugiés palestiniens si leurs terres sont progressivement colonisées par l'Israélien? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de droit au retour. C'est une option Mm, en droit international. mhm, Et c'est l'option qui est d'ailleurs en vigueur aujourd'hui. C'est l'option préférée du HCR, par exemple, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire retourner les gens que de les intégrer dans un pays tiers. Le refus d'Israël, hein, voilà. Alors, alors, je me rappelle quand je travaillais comme consultant suisse auprès de l'OLP lors des 99-2000, on commençait un peu à documenter, à faire de la documentation pour les négociations à venir qui n'ont jamais eu lieu. Il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir, disaient, moi, je veux plus retourner parce que mon village se trouvait là où a été bâti l'aéroport de Lod. Je veux des compensations. D'autres disaient, d'autres disaient, je veux pas retourner, je veux pas de compensation, mais je veux qu'on me restitue les droits de propriétaire. Je veux profiter de l'exploitation de mes terres et ça. Donc, là aussi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a aussi au sein des réfugiés palestiniens, il n'y a pas de, il y a plus, après, c'est normal après 75 ans. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution unique. Maintenant, effectivement, la plupart des villages ont été rasés. Certains demeurent rasés, sur d'autres, on a bâti des kolkhozes, enfin on a pas dit des villages, et des villes, des aéroports, etc. Mais il reste beaucoup quand même comme l'a rappelé, comment il s'appelle, Abou Sitta, qui a fait une encyclopédie mm. et qui a publié plein de cartes qui montraient que beaucoup de ces villages restaient rasés et qu'on pourrait reconstruire en fait. Mais est-ce que les gens de la quatrième génération ont envie de vivre dans nos villages? Est-ce qu'on a envie de revivre dans des villages, on refaire leur vie à partir de zéro là, voilà. Et si on a envie de revivre dans un État israélien et de devenir du coup des citoyens israéliens, ce sont des questions qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais, qui restent tabous pour les Palestiniens et pour les Israéliens, bien sûr.
Ouais, Hmm. Oui, oui, tout le monde ne voudrait pas revenir, mais après, il y a quand même cette question assez pragmatique et utilitariste du fait oui, que les territoires sont tellement fragmentés que même les Palestiniens qui viennent de Cisjordanie ne pourraient pas forcément retourner bien sûr. voilà, où ils Bien sûr. sont du fait des colonies et en effet des villages qui ont été rasés. Alors, la plupart des réfugiés disaient, à l'époque, quand il y avait pas mal d'enquêtes là-dessus, on veut voir. Hmm. N'oublions pas aussi que les Palestiniens, des réfugiés de Cisjordanie et de Gaza, dont les années 70-80, ont vu leur maison, hein, parce qu'ils travaillaient en Israël. Donc, ils ont pu faire un détour pour voir. Mais voilà, tant que le contexte ne s'y prête pas, on n'y pense pas. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est aussi beaucoup c'est ce qu'on voit beaucoup dans la filmographie palestinienne, c'est beaucoup de retours fantasmés Oui, ou vrais de ces jeunes générations de réfugiés ou absolument. immigrés qui reviennent justement dans la terre, les terres ancestrales. Alors, pourriez-vous rappeler le nom du cartographe Salman Abou Sitta Ça va qui la a... Boussité, voilà. Voilà. Et ça date de 2000, je crois, 99-2000. C'est un gros atlas où il y a justement la cartographie, cette cartographie avec tous les villages qui sont restés inoccupés, enfin rasés. Et Mm. donc on trouve ici des traces, quelques ruines par-ci par-là, oui. Ouais, c'est un gros travail cartographique et historique. Tout à fait. Oui, Ouais. oui, oui, absolument. Alors, une dernière question pour finir sur l'actualité. Est-ce que l'UNRWA parvient toujours à opérer actuellement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, étant donné l'interdiction de territoire imposée par Israël à son encontre? Voilà, alors Israël a cessé de délivrer des visas au personnel, le personnel international de l'UNRWA. Alors, en gros, le personnel international, c'est lui qui fait les politiques et le personnel local, donc palestinien, les met en œuvre. Alors, depuis 2020, début 2025, suite à des lois qui ont été promulguées en 2024 par la Knesset, le personnel international de Gaza et de Cisjordanie se retrouve à Amman. Donc, ils gèrent à distance, ce qui n'est pas idéal, mais voilà. Mais ils ont la chance d'avoir un staff qui est très entraîné et qui vit sur place et qui est permanent. Et qu'ils ont réussi à relocaliser Ils en fait leur essayent, staff. Ils voilà, essaient. voilà, justement. Ouais. Mais est-ce qu'Israël a le droit, parce qu'en effet, vous dites que justement la Knesset a voté l'interdiction de territoire de l'UNRWA, est-ce qu'Israël a le droit de faire ça au vu du Ouais, droit international? bah, c'est un pays souverain. Donc d'abord, il faudrait qu'il y ait l'histoire du statut de Jérusalem-Est, Hmm. qui n'est pas connue. Elle déclare que c'est sa capitale, le parti d'actuel réunifié. Et puis en tant que pouvoir souverain, et là on en revient à la une conception réaliste, l'application d'une interprétation réaliste des relations internationales, c'est la souveraineté qui fait foi. Donc voilà, on interdit. Et là, et ça dépasse, d'après les représentants israéliens, ce qu'ils viennent de faire, c'est la destruction d'enceintes onusiennes, alors qu'elles bénéficient normalement de l'immunité onusienne. Et là, voilà, mais l'UNRWA, pendant Israël fait ce qu'elle veut. On a la force et on la met en œuvre. Voilà. Mais c'est dans l'air du temps avec Trump et vous savez, Et Maduro. on en a vu, ouais, ouais, on en a vu d'autres. C'est vrai que ça pose une question plus générale aussi du démantèlement du droit international qui est un peu Complètement, complètement, bon, que complètement. Israël a enclenché depuis longtemps, mais qui s'effrite un peu partout, en effet. Alors, il y a des protestations de 11 États, dont la France, contre ces destructions. Mais bon, c'est détruit, hein.